j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour, je sais pas trop comment appeler ça, mais c'est un peu si tu as aimé tel livre, tu aimeras celui-ci. Donc je vais vous présenter des livres avec des histoires non pas qui se ressemblent mais qui abordent parfois, souvent même, le même thème. Donc je sais que moi j'aime bien regarder ces vidéos là parce que parfois il y a un livre que je connais et j'aime bien la thématique. Quand j'en vois un autre qu'on me dit bon bah si t'as aimé lui tu peux aimer lui, je me dis ah ça peut être pas mal à découvrir. Donc j'en ai sélectionné plusieurs, des livres que j'ai lus quand même assez... Enfin, il y a un petit moment, il y a des classiques, du contemporain, du fantasy et puis un peu de romance. Il y a un petit peu de tout à peu près, sauf de l'horreur. Je ferai sûrement une deuxième vidéo parce que j'ai encore d'autres idées de livres à y placer. Je pense que vous avez à peu près compris l'idée et on va tout de suite commencer avec les livres. On va commencer avec un livre que j'ai beaucoup aimé, autant en film mais surtout en livre, puisque au niveau du film je le trouve magnifique. Mais au niveau du livre, je trouve qu'il aborde encore plus la psychologie du personnage. Il s'agit de L'Histoire de Pi de Yann Martel. Ici, c'est publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Dans cette histoire, si vous ne connaissez pas, on va suivre Pi, qui se nomme en réalité Piscine Molitor Patel, qui a 16 ans et il quitte Pondichéry pour aller au Canada. Il embarque donc sur un cargo avec toute sa famille et une bonne partie du zoo que possède son père. Sauf que pendant le trajet, le cargo sombre et Pi se retrouve sur un bateau. Il se retrouve seul sur un canot de sauvetage, enfin... pas vraiment seul puisqu'il se retrouve avec le tigre du Bengale qui était aux eaux de son père. Et donc on suit durant 227 jours le périple du jeune garçon qui va tenter d'oublier sa faim et qui va surtout tenter de survivre avec ce tigre à bord du bateau. Rapidement, c'est un roman que j'ai adoré. Alors déjà je connaissais l'histoire, moi je connaissais le film avant le livre, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant sur la notion de survie finalement. On ne sait pas comment est-ce qu'on va réagir quand on est en instinct de survie. Est-ce qu'on va plus être du côté solidaire ou alors chacun pour soi, complètement égoïste, ou enfin on sait pas, et je voulais vraiment aborder ça. Comment est-ce que au niveau de la psychologie ça se joue? Comment est-ce qu'à un moment on peut ne pas sombrer dans la folie quand on est tout seul au milieu de la mer, au milieu de nulle part, qu'on n'a rien pour nous repérer, qu'on n'a rien pour se repérer au niveau des jours, au niveau de tout, qu'on est complètement perdu, et surtout au passage qu'on a un tigre et puis d'autres animaux avec soi à bord d'un canot de sauvetage. Si vous connaissez le livre ou le film et que vous l'avez aimé, vous aimerez sûrement le livre Ce qu'il advint du sauvage blanc de François Garde, mais également je vous mets les autres en images parce que ce sont des films. Vous pouvez aimer L'Enfant sauvage de je ne sais pas qui et également La forêt d'émeraude de je ne sais pas qui non plus. L'Enfant sauvage et La forêt d'émeraude, ce sont deux films. L'Enfant sauvage aborde plus la socialisation. Je suis un enfant qui a été élevé dans la nature, enfin je sais plus exactement, mais il n'a pas été élevé comme les hommes, si on peut appeler ça comme ça. Qu'un jour la civilisation le rattrape, puisque il me semble que ce sont des chiens de chasse qui le retrouvent et donc les chasseurs le ramènent. Et une personne, je sais plus exactement qui, si c'est un éducateur ou autre, va essayer justement de lui apprendre ce qu'on apprend à un enfant, voir finalement qu'est-ce qui prime, est-ce que ça va être l'éducation ou tout ce qu'il a vécu étant tout petit qui va quand même passer au-dessus. Dans La forêt d'émeraude, on suit un enfant qui a 5 ans qui se nomme Tommy et son père, je ne sais plus exactement son travail, mais c'est en gros faire de la déforestation de la forêt amazonienne jusqu'au jour où son enfant se fait enlever par des Amazones. Ça c'est le début de l'histoire et après on se retrouve 10 ans plus tard à avoir l'enfant qui a 15 ans qui a grandi avec ces personnes dans la forêt et qui n'a jamais retrouvé ses parents qui le cherchent toujours, jusqu'au jour où il retrouve finalement enfin son père, son vrai père. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'enfant a changé? Est-ce que l'enfant peut revenir habiter avec ses parents, revivre comme avant ou pas? Ça je vous laisse découvrir, mais moi c'est un film que j'adore et que j'aimerais tellement revoir. Et pour en revenir à Ce qu'il advint du sauvage blanc de François Garde, on se situe au milieu du 19e siècle et on suit un matelot français, Narcisse Pelletier, qui a 17 ans au moment où il est abandonné sur une île. Enfin une île, c'est écrit une plage d'Australie. Et 17 ans plus tard, un navire anglais le retrouve par hasard, donc il vit nu, tatoué, il ne parle plus, il ne s'exprime plus comme un matelot français qu'il était il y a 17 ans. Il en est arrivé jusqu'à perdre l'usage de la langue française et même son prénom. Donc la question c'est que s'est-il passé pendant ces 17 années? C'est l'énigme à laquelle se heurte Octave de Valombrun, l'homme providentiel qui recueille à Sydney celui qu'on surnomme désormais le sauvage blanc. Et j'avais adoré cette histoire puisque un chapitre sur deux, on suit un coup Narcisse qui arrive sur l'île et qui passe par plusieurs phases, l'incompréhension, la colère, etc. Et le chapitre suivant, on suit Narcisse une fois qu'il a été retrouvé par les hommes blancs, donc les Anglais,
et que en fait on suit à 17 ans d'écart l'histoire, comment est-ce qu'il va finir, qu'est-ce qu'il devient tout simplement. Et donc pourquoi est-ce que j'ai mis si tu aimeras l'histoire de Pi, tu aimeras tous les autres livres, donc tous les autres livres ou films que je vous ai cités, c'est tout simplement parce qu'on a tout d'abord la notion de culture et de nature qui s'opposent complètement, la notion de survie aussi, la notion de richesse et la différente vision qu'on peut en avoir. La richesse finalement, est-ce que c'est posséder des choses, donc la richesse avec l'argent, ou alors la richesse plutôt intellectuelle, le savoir, la connaissance, le fait de réfléchir, se remettre en question, de plutôt transmettre au lieu de vouloir acquérir tout le temps. Et voilà, en fait, je veux pas vous en dire trop parce que je pense que les résumés parlent un petit peu d'eux-mêmes aussi et puis que vous voyez un petit peu que tout s'entrecroise. Mais voilà, pour ce qui est de ces 4 histoires, je pense que si vous en avez aimé une des 4, vous pouvez aimer les autres. L'enfant sauvage est quand même un petit peu plus éloigné parce que c'est plus niveau, moi avec ma formation. Mais j'ai trouvé que ceux-là, on a quand même toute une histoire qui est créée autour. Donc je peux que vous les recommander, et si vous avez aimé ou si vous avez envie de les découvrir, allez-y parce que moi ça a été des super lectures à chaque fois. On passe ensuite à du feel good contemporain mais en même temps assez touchant. Ça je pense que vous connaissez si vous suivez un petit peu tout ce qui est auteur français, parce que là c'est 2 autrices françaises. Je vais vous parler de Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta et Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Donc pourquoi si vous avez aimé l'un vous allez aimer l'autre, c'est pas parce qu'il y a juste un camping-car sur la couverture, ça joue aussi, mais tout simplement je vais vous présenter lui en premier parce que c'est lui que j'ai lu en premier. On y suit Anna qui a 37 ans et qui croule sous le travail et les huissiers de justice. Elle est toute seule, elle a ses 2 filles avec qui elle n'a plus de dialogue, elle n'y arrive plus, elle est dépassée. La plus grande, Chloé, qui a 17 ans, a renoncé à ses rêves pour pouvoir aider sa mère, et Lily, du haut de ses 12 ans, n'aime pas trop les gens, elle préfère son rat. Et le jour où elle apprend que ses filles vont mal, Anna prend une décision folle, elle les embarque pour un périple en camping-car, direction la Scandinavie. Et c'est écrit, si on ne peut revenir en arrière, on peut choisir un autre chemin. C'est une histoire qui c'est un grand bol d'air frais en fait. Ça donne envie de voyager, ça donne envie de tout quitter pour partir en vacances, pour partir voir des paysages, renouer avec les choses simples, autant par rapport à la famille que par rapport à la nature, par rapport au voyage, le fait de profiter de chaque petit moment, de profiter de ce qu'on peut avoir, de ce qu'on a et dont on ne se rend pas forcément compte. Je pense que vous connaissez un petit peu Virginie Grimaldi parce que c'est quand même une autrice assez connue. Et ensuite, donc pourquoi est-ce que si vous avez aimé Virginie Grimaldi, vous allez aimer Tout le bleu du ciel. Ici, je pense qu'on est encore plus dans l'émotion parce qu'on y suit, je vais juste vous lire ce qui est entre guillemets, c'est petiteannonce.fr, jeune homme de 26 ans, condamné par un Alzheimer précoce, souhaite prendre le large pour un ultime voyage. Recherche compagnonne d'aventure pour partager avec moi ce dernier périple. Et donc c'est l'histoire d'Émile qui poste cette annonce sans trop y croire, jusqu'au jour où une femme va répondre en disant moi je veux partir avec toi pour ton dernier périple. Et alors là je pense que honnêtement je suis passée par toutes les émotions dans ce livre. C'est pareil, ça donne envie de voyager, d'apprendre à renouer avec les choses simples et ne pas se prendre la tête parce qu'on se dit en fait on peut être heureux simplement et on se prend trop la tête, on a envie d'aller trop vite, d'avoir tout, d'aller plus vite que les gens, d'aller plus vite que le temps. Aujourd'hui on a envie de tout de suite parce qu'on est quand même dans une société un petit peu de l'immanence, mais j'ai trouvé que voilà, ces 2 histoires montrent vraiment que en fait quand ça va pas, tu quittes tout pour finalement retrouver les choses simples que tu avais perdues dans ton propre foyer, ou alors des choses que tu as envie de profiter, que tu n'avais pas pu faire avant, pas parce que tu n'avais pas le temps, mais parce que tu n'as pas pris le temps. Et voilà, je sais pas trop quoi vous en dire de plus. Ces 2-là ont été des coups de cœur pour le coup, j'ai vraiment adoré celui-ci, je crois que je l'ai dévoré d'une traite. Celui-ci, je l'ai quand même lu en plusieurs fois parce que je pouvais pas, mais j'ai adoré. Honnêtement, j'ai adoré. Ensuite, on va complètement quitter le contemporain et je vais vous parler de fantasy. Je crois que je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà parlé de ces 2 livres-là, mais c'est des livres qui pour moi restent trop peu connus, et les films et la série aussi. Il s'agit de Labyrinthe de Jim Henson, l'autre aussi est de Jim Henson, donc c'est peut-être aussi pour ça que ça se regroupe, mais c'est publié aux éditions Inis. Et le deuxième, c'est Dark Crystal, donc toujours de Jim Henson aux éditions Inis, oui c'est ça. C'est juste une adaptation en fait
écrite du film. Donc par exemple, si vous connaissez le film Labyrinthe où il y a l'acteur David Bowie qui joue dedans, pas le Labyrinthe où il y en a plusieurs, parce que ça j'ai jamais vu. Si vous connaissez le film, sachez que vous ne trouverez rien de plus dans le livre. C'est vraiment les paroles transcrites mot pour mot avec les mêmes actions, enfin vraiment il n'y a rien de plus, sauf à la fin des notes de l'auteur, des croquis, des personnages, des gobelins. Voilà. Et sinon, c'est vraiment mot pour mot, la même histoire. Et ici, on suit Sarah, qui est une adolescente et qui garde son petit frère Toby, je crois qu'il s'appelle, ouais, Toby. Et un soir, elle le garde, elle est toute seule et exaspérée par ses cris, il hurle, elle n'arrive pas à le calmer. Et elle prononce une phrase, une seule, c'est « Je souhaite que les gobelins viennent et t'emportent sur le champ ». Et il se trouve que c'est ce qui se passe, les gobelins l'emmènent dans le labyrinthe, donc dans le château du roi des gobelins, donc le roi des gobelins se nomme Jaret. Sarah, elle ne pensait pas que son petit frère allait vraiment disparaître, donc après elle regrette, elle dit « Mais je veux le récupérer ». Le roi des gobelins lui dit « Très bien, tu as 13 heures pour traverser mon labyrinthe et récupérer ton petit frère, ou alors il va devenir l'un des nôtres, il va devenir un gobelin ». Évidemment, le labyrinthe, ce n'est pas juste un labyrinthe où on passe, c'est un lieu qui est magique, terrifiant, où tout est faux semblant et où la moindre erreur de jugement pourrait lui être fatale. Et ce qui est vraiment bien, c'est que dans cette histoire, on ne suit pas seulement Sarah, mais elle fait au fur et à mesure la connaissance de créatures improbables qui peuvent être des alliés ou pas forcément, mais on s'attache vraiment à plein de personnages, ils sont trop mignons et ils ont vraiment leur caractère. On va suivre des gobelins, on va suivre d'autres créatures dont je ne vais pas forcément vous dire tout ce qu'il y a. Et au moins, regardez la bande-annonce, lisez, je sais pas, le résumé, mais s'il vous plaît, intéressez-vous à ce livre parce qu'il est génial. Et donc pourquoi est-ce que celui-ci aussi, donc ça c'est aussi un film qui est sorti en 1980, moi, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé assez plat comme film, j'ai pas trop aimé, mais Netflix a sorti la première saison, ils ne sortiront pas la saison 2 parce que ça n'a pas assez marché. On peut totalement regarder la saison 1 et finir comme ça. Moi, au départ, j'étais dégoûtée parce que j'adorais l'univers et j'avais envie de continuer, mais l'intrigue se résout quand même à la fin de la saison 1. Et donc si je peux vous en conseiller un des deux, pour le coup, je vous conseillerais plutôt la série au film. Après, si vous voulez regarder les deux, commencez par le film. Parce que sinon, si vous regardez d'abord la série et ensuite le film, là vraiment le film, vous allez le trouver plat, mais complètement. Parce qu'il se passe pas grand chose, c'est plutôt calme. On reprend à peu près les mêmes personnages mais avec des noms différents. Évidemment, il y a des intrigues en plus puisque un film et une série, il faut bien faire des choses différentes. Ici, on se situe dans un univers de fantasy pour le coup où l'apocalypse est imminente, puisque il y a le cristal qui est donc le cristal de vérité, le cristal qui est violet que vous pouvez voir. C'est un petit peu le cœur de Sra. Sra, c'est la terre, c'est la mer, la mer M-E-R-E, c'est le cœur de la nature. Sauf que le cristal brisé se retrouve au cœur d'une querelle immémoriale entre les mystiques et les perfides Skeksis. Donc les mystiques, ce sont un petit peu, pour donner une image grotesque, les sages, et les Skeksis, ce sont plutôt le mal, les méchants. Et tous les oracles concordent, la prochaine conjonction marquera inévitablement la fin du monde tel qu'il existe. Et parmi ces deux peuples ou ces deux clans, on va trouver les Gelflings. Et donc ici on trouve, alors je ne me souviens plus de son nom, je crois qu'il s'appelle Jen, parce qu'il s'appelle pas pareil dans la série et dans le film, mais dans le film il s'appelle Jen. Et donc Jen qui a été élevé par l'empereur des mystiques au moment où il meurt. Son rôle est un petit peu de sauver l'univers finalement, c'est assez simple. J'ai adoré la série, parce qu'on a plusieurs clans de Gelflings et je vous laisse au moins regarder la bande-annonce, vraiment, parce que c'est génial. On n'a pas le bien et le mal d'un côté, on a quand même des choses qui concordent et d'autres non, on se pose plein de questions. On suit beaucoup de secrets entre chaque clan. Je trouve que l'intrigue est hyper bien ficelée, vraiment, du début à la fin. Et ce cristal, finalement, qui représente le cœur de la Terre... pourquoi est-ce qu'il est brisé, pourquoi est-ce qu'il est comme ça, qu'est-ce qui se passe, qui a fait ça, et puis finalement qui est-ce qui s'en occupait et pourquoi. Mais surtout j'aime beaucoup dans la série la notion, l'importance de la nature, que la nature a au milieu de tout cet univers, parce que finalement tout commence à mourir, les fleurs, les animaux, les créatures, parce que le cristal qui est le cœur de la Terre commence à se briser et à mourir. Et donc c'est un petit peu, je trouve, pas un parallèle avec nous, ce qu'on vient un petit peu parce qu'on en est quand même peut-être pas à ce point, mais je trouve que ça fait quand même réfléchir sur l'écologie, tout ça indirectement, ça a quand même des rapports. Au travers de ces deux univers, on a quand même des notions assez sympas qui sont abordées, importantes ou
là ça va être plutôt, je sais pas, des notions, enfin plus des sujets comme la solidarité, l'entraide, des choses comme ça. Mais en tout cas, vraiment, c'est deux univers de fantasy fantastique que j'adore. Maintenant, on va passer plus à de la romance avant de repartir sur du contemporain. Et oui, la romance, je ne savais pas non plus que je pouvais en placer parce que j'en lis quasiment jamais. Mais c'est vrai que là, ça remonte quand même à plusieurs années. Et donc là, je vais vous parler tout simplement de Nos étoiles contraires. Je ne sais plus, j'ai plus le nom là en tête. On y suit dans cette histoire Hazel Grace et Augustus Waters, il me semble, qui ont une maladie et en fait c'est une romance qui se construit autour de ça. Le résumé est vraiment pourri, je suis d'accord, mais normalement Nos étoiles contraires tout le monde connaît à peu près, ou alors vous allez connaître ceux que je vais vous présenter juste après puisqu'il y en a deux. Le plus connu, il y a tout d'abord 5 Feet Apart, donc c'est À 2 mètres de toi, c'est écrit par Rachel, oui Raquel, je sais pas trop, je pense que c'est Rachel Lippincott et Mickey Doctry et Tobias Laconis. C'est publié aux éditions Albin Michel. Et donc là, c'est « Nous avons besoin de toucher ceux que nous aimons presque autant que de respirer. Je n'avais jamais mesuré l'importance de son contact avant d'en être privé. » En fait, c'est deux adolescents qui ont la même maladie et ça les empêche de s'approcher à 2 mètres l'un de l'autre. Sinon, l'un des deux peut mourir, peut être infecté par l'autre, enfin je sais plus exactement. Et pareil, c'est une histoire comme ça. Vraiment, regardez la bande-annonce parce que là, mon résumé est pourri. Je m'en souviens, mais c'est de la romance assez mignonne, on va dire, où il y a quand même la notion de la maladie qui est abordée. Ça me fait penser un petit peu à la série Les Bracelets Rouges. C'est une série française qui passait pendant un moment à la télé. Je sais pas si vous connaissez, mais pareil, c'est des adolescents qui se connaissent, qui apprennent à se connaître à l'hôpital avec leur maladie. Et finalement, est-ce que c'est simple de faire son adolescence, le moment où on est censé se trouver qui on est, trouver qui on va être, de se faire ses groupes de pairs, de le passer avec une maladie à l'hôpital. Et j'ai également All This Time, et donc là, c'est juste écrit comme résumé, peut-on trouver l'amour quand on a tout perdu ? C'est pareil, Mickey Doctry et Rachel Lippincott, c'est les mêmes autrices. Là pour le coup, je me souviens pas du tout de l'histoire, vraiment. Ça se lit d'une traite, honnêtement, c'est écrit très gros, c'est très court à lire, mais je m'en souviens plus. Mais en tout cas, je sais que c'est des romances qui se lisent assez bien, assez facilement, qui touchent quand même parce qu'on a la notion de la maladie comme je vous l'ai dit. Mais voilà, si vous avez envie de romances assez douces, assez mignonnes, assez simples à lire, avec une écriture quand même assez fluide, des pages qui se tournent assez vite, je peux vous les recommander. Et puis voilà, si vous avez aimé l'une, vous pouvez aimer les autres. Et maintenant on va terminer avec un contemporain. En réalité il y en a 3 du coup que je vais mettre en parallèle, et je vais tout d'abord vous parler du livre Les Lettres de Rose. C'est écrit par Clarisse Sabar et c'est publié aux éditions Charleston. C'est une histoire que j'ai adorée. Ici on suit Lola qui a été adoptée à l'âge de 3 mois et près de 30 ans plus tard elle travaille dans le salon de thé de ses parents en attendant de trouver enfin le métier de ses rêves, libraire. Et sa vie va basculer lorsqu'elle apprend que sa grand-mère biologique lui a légué quelque chose, qui vient de décéder, lui a légué quelque chose, elle lui a légué une maison et son histoire dans le petit village d'Aubery à travers des lettres et des objets lui apprenant ses origines. Il m'en faut pas plus en fait, je pense que vous l'avez compris, souvent quand je vous parle de livres, un personnage qui apprend beaucoup de choses sur lui-même ou sur ses parents, sur sa famille ou même sur son passé, sur ses ancêtres ou que sais-je, au travers de lettres, où on suit vraiment des flashbacks, où on est au travers des lettres, où on a un héritage avec une grande maison, une vieille maison au milieu d'un petit village. Moi c'est quelque chose que j'adore et là j'avais adoré en fait on suit l'histoire autant dans le présent que dans le passé. Et donc celui-ci je l'ai mis en parallèle avec, c'est pas tout à fait le même genre, mais Daisy Jones and the Six, c'est écrit par Tyler Jenkins Reid, je ne sais plus. Et c'est également publié chez Charleston, donc ça n'était même pas fait exprès. Je suis un groupe de rock mythique dans les années 1970-1980 à peu près. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, je peux pas vous en dire beaucoup plus pour le résumer, mais ce que j'ai adoré, c'est que chaque chapitre, on suit un petit peu les personnages comme s'ils étaient interviewés. Donc, comme au travers de retranscriptions de paroles. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce qu'on les suit dans leur jeunesse et après, on les suit autant à l'extérieur que dans leurs pensées indirectement.
Voilà, c'est assez flou, je vous avoue que je m'en souviens plus trop, mais j'avais beaucoup aimé. Vous voyez que là en fait on a les prénoms à chaque fois de chaque personnage quand il parle, et donc on en apprend un peu plus sur chaque personnage et en même temps sur les autres en fonction des paroles, en fonction de ce qu'on est en train de parler, du thème abordé, de ce que les journalistes peuvent demander ou de ce que les personnages racontent eux-mêmes. Et également je pense que si vous avez aimé ce genre de livre, vous pouvez aimer Va où ton cœur te porte de Susanna Tamaro, c'est publié aux éditions France Loisirs peut-être. Oui, c'est ça, France Loisirs. On suit l'histoire au travers de lettres qu'une vieille femme écrit à sa petite fille sur toutes les choses qui n'ont pas été dites, sur les regrets, sur tout en fait, sur leur histoire, sur leurs souvenirs. Et pourquoi est-ce que c'est d'autant plus touchant? Tout simplement parce que ces lettres qui ont été écrites donc par une vieille femme, une vieille dame infirme, c'est parce que sa petite fille est partie en claquant la porte pour l'Amérique sans plus jamais donner de nouvelles. Vraiment, je vous jure que toute l'histoire, ce sont les lettres, les retranscriptions de cette vieille dame qui raconte autant le passé que ce qu'elle vit à l'heure actuelle. Donc vous voyez, on a la date et la lettre après. Et c'est hyper doux et en même temps, c'est plein de nostalgie. On sent que il y a l'attache du passé, l'attache de la famille. Encore une fois, c'est au travers de lettres et moi, ça l'a totalement fait. J'ai adoré. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo. Si tu as aimé tel livre, tu aimeras tel livre, même si à chaque fois, je vous en ai pas présenté qu'un. J'ai encore d'autres livres en tête, mais je pense que là, la vidéo est assez longue, donc je vais pas continuer. Ça pourra refaire l'objet d'une deuxième vidéo. En tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu, vous aura peut-être donné envie de lire certains livres ou envie d'en découvrir, envie de voir des films ou que sais-je. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment, que vous avez aimé cette vidéo et puis moi c'est toujours un plaisir de vous filmer les vidéos et de vous parler lecture. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo et puis je vous souhaite plein de belles découvertes et plein de belles lectures. Salut!